Notre voyage sous les mers commence dans le ciel. 30 minutes de vol au-dessus de la Méditerranée jusqu'à notre point de rendez-vous. Soudain, il apparaît à la surface de l'eau. Le Casabianca, un sous-marin nucléaire d'attaque, ou SNA. Un monstre d'acier, 74 mètres de long pour près de 3000 tonnes. Nous allons être déposés sur le kiosque, la tour du sous-marin. Pour cela, un seul moyen, l'hélitreuillage, une descente au bout d'un câble. Ce jour-là, la mer est calme. L'opération se déroule sans accroc. Nous sommes réceptionnés par l'équipage du Casabianca, concentré sur la manœuvre. Toujours compliqué les manœuvres comme ça? Oui, la surface pour qu'on puisse vous récupérer, c'est du 1m50 sur 1m50. Il y a plusieurs dizaines de mètres de haut et en fonction de la houle, du vent, c'est pas forcément régulier, forcément il est obligé de stabiliser avec tout ça. Donc c'est des phases assez délicates. L'hélitreuillage terminé, les hommes s'entassent pour profiter de leurs derniers instants à l'air libre. Ils passent parfois plus de 1000 heures sans rejoindre la surface. La surface, c'est des moments un petit peu particuliers, soit en début de mission à notre départ, soit à notre retour. Voilà, et puis quelques temps pendant la mission, par exemple avant d'arriver en escale, mais sinon on est en plongée la majorité du temps. Dans quelques instants, le Casabianca va descendre dans les profondeurs pour une semaine d'entraînement intensif à la gare navale. 8 mètres d'échelle. Faut envoyer les sacs à ressortir s'il vous plaît. Ouais. Elle mène directement au centre d'opération. On y va. Voici le centre de commandement du bâtiment, une pièce exiguë d'environ 40 mètres carrés où travaillent en permanence une quinzaine de marins. Leur chef, le pacha comme on dit dans la marine, c'est lui, le commandant Arnaud Berthet, 38 ans. Périscope. Si c'est clair pour vous, vous donnez l'alerte. Vous venez à 16 mètres en balançant le bâtiment à 25 mètres en assiette, -5, +5. Depuis son périscope, il conduit la manœuvre de plongée. Le masque de ski lui permet de s'habituer à l'obscurité. Sa vision est ainsi meilleure pour regarder à la surface où il fait nuit. Là, ça y est, on est en immersion. Alors, pas tout à fait. Il y a encore un bout du massif, un bout du kiosque qui dépasse. Ce qu'on cherche à savoir très rapidement, c'est si le bâtiment est étanche. Donc là, je regarde du point le plus haut. Le BCP, panneau tranche alpha, étanche. Panneau supérieur, ça se cul, étanche. Et ce point le plus haut va bientôt être recouvert Le tranche bravo, panneau, par l'eau. étanche. Je perds la vue. J'affale. On commence le chrono. Voilà, on est sous l'eau, Tout panneau étanche. intégralement. Le Casabianca peut descendre jusqu'à 300 mètres et résister à une pression de 500 000 tonnes. Des couloirs minuscules, 2 niveaux et 70 hommes en huis clos jour et nuit, des soldats des profondeurs. Le sous-marin nucléaire d'attaque, c'est avant tout un chasseur. C'est soit un chasseur d'unités ennemies, sous-marin ou bâtiment de surface, ou c'est un chasseur d'information et auquel cas il est plutôt dans une démarche de recherche de renseignement. Par exemple, il a participé à la mission Harmattan, qui était l'intervention française contre la Libye. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le sous-marin dispose d'une très large gamme de capteurs, qu'ils soient acoustiques, qu'ils soient électromagnétiques, qu'ils soient optiques ou d'imagerie, qui lui permet d'avoir un panel extrêmement étendu en matière de recueil de l'information. En fait, les SNA, les sous-marins nucléaires d'attaque, ne transportent pas de missiles atomiques, contrairement aux SNLE, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Par contre, c'est la propulsion,
le moteur du Casabianca qui est nucléaire, il est là, au bout de ce couloir. Tout ce qui se trouve derrière cette cloison est confidentielle défense, un réacteur à l'uranium, de quoi alimenter en énergie une ville de 50 000 habitants. C'est ce qui assure l'autonomie totale du vaisseau. La chaufferie nucléaire a comme avantage de nous procurer une quantité d'énergie quasi illimitée. Et avec cette énergie, nous sommes bien sûr capables de faire avancer le sous-marin, ça c'est la partie propulsion, et nous sommes également capables de produire notre douce, de produire notre oxygène, d'enlever le gaz carbonique de l'air que nous exhalons. Nous sommes capables d'alimenter tous les appareils que vous voyez autour de vous. Voilà, la chaufferie nucléaire nous permet ce genre de choses. Car à bord d'un sous-marin, ça tourne 24 heures sur 24. Didier va ainsi reprendre son poste après un court repos. Vous avez dormi combien de temps là? J'ai dormi 1h15. C'est le système de quart qui règle toute la vie sur le sous-marin. Comme les 70 membres d'équipage, Didier travaille par tranche de 6 ou 4 heures. Voilà, j'ai fait le 8h-12h ce matin. Je reprends à 16h. Je quitte à 20h. Et ensuite, je reprends de 2h à 6h du matin. Au mieux, là, sur une nuit, par exemple l'année dernière, on a réussi à dormir 5 heures d'affilée. Après, 1 heure dans la journée. Donc au mieux, cumulé, en 24 heures, on va dormir 6 heures. D'ailleurs, Didier, 32 ans et 15 000 heures de plongée, est chef de quart. Il doit encadrer l'équipage, mais aussi gérer la navigation et assurer en cas de besoin le commandement. Il alimente électriquement le tapet. Alors lieutenant, je vous écoute. L'équipe précédente quitte son poste. 51. Didier va prendre les commandes du Casabianca. On a bien eu, on a eu des bonnes perceptions. Ok, ça marche. On a une incohérence entre les deux biens pointés GE, ça vous fait un défilement de 2 degrés 4 gauche, ça fait une Dmax pour 12 nœuds à 10 000 mètres. Sous l'eau, le sous-marin est aveugle. Un navire qui ne voit rien. Les sous-mariniers vivent donc dans un autre monde. Un monde où ce sont les sons, les bruits, les ondes qui permettent de se diriger et de faire la guerre. Le sous-marin a plusieurs oreilles, les sonars par exemple. Il capte les bruits émis par tous les navires alentours. Les hommes appellent donc les bateaux des bruiteurs. Tout ça, ce sont différents sonars. Donc le sonar va vous dire, à l'instant T0, j'ai un bruiteur qui est devant, T+2, j'ai un bruiteur qui est à ma droite, T+3, il est un petit peu plus loin sur ma droite. L'élaboration, on va le voir défiler, en fait on appelle ça le défilement chez nous, le son qui se déplace dans le temps. Et eux vont essayer de se dire, bon bah voilà, si à T0 il est là, T+1 il est là, T+2 il est là, donc ce bateau, sa route, elle fait ça. Depuis plusieurs jours, l'équipage est en état de vigilance maximum. Gauthier, chrono. On se réveille. Car il mène une série d'exercices grandeur nature, une sorte de bataille navale contre les bâtiments de la marine française. Le sous-marin doit aujourd'hui, sans se faire repérer, espionner une frégate qui croise à quelques kilomètres. Bien pointé, patron. Le sous-marin s'approche, il remonte à 15 mètres sous la surface pour tenter d'observer discrètement avec le périscope. Mais tout à coup, c'est l'alerte. Essayez de le voir un petit peu pointu parce que normalement il est censé venir chercher cette zone-là. Les sonars indiquent qu'un hélicoptère envoyé pour protéger la frégate survole la zone. Nouvelle route de chasse 202, 18 nœuds, 27 minutes. L'hélicoptère, lui aussi, dispose de sonar. Le Casabianca doit disparaître. D'après les niveaux qu'on perçoit, on estime qu'il est suffisamment proche pour pouvoir nous détecter. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on affale les aériens pour éviter de mettre une réflexion sur son radar à la surface pour qu'il puisse pas nous détecter, et on baisse un petit peu en immersion pour éviter les indiscrétions visuelles. Traduction, l'équipage replie les périscopes et plonge pour échapper à l'hélicoptère. Si le SNA est un chasseur, il devient aussi parfois la proie. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. C'est exactement ça, c'est comme une bataille navale. Sauf que là, il n'y a pas de chat et de souris, c'est 2 chats qui se croisent, et dès que le premier chat a trouvé l'autre, c'est fini, quoi. Et dans cette bataille, quasi à l'aveugle, où tout se joue sur les bruits, voici les soldats de première ligne. On les appelle les oreilles d'or. Ils écoutent et analysent les sons émis dans l'eau et captés par les micros, les sonars du sous-marin. Le premier maître Greg écoute l'océan depuis 6 ans. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous appelle les oreilles d'or ? Les oreilles d'or, parce qu'en fait on est un peu les oreilles du bateau, mais on va dire les meilleures.
Et dès qu'il y a un phénomène que les opérateurs sonars n'arrivent pas à identifier, ils font appel à nous pour qu'on puisse déterminer l'origine exacte du phénomène. Greg s'est constitué une base de données de sons enregistrés dans l'océan. Chaque navire fait un bruit différent. C'est comme ça qu'il les reconnaît. Là, l'hélice d'un cargo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Là, ce sont toutes les pales qui passent. Donc là, déjà, on a pu déterminer que ce bateau, il a 4 pales. Et là, on compte le rythme. On va le compter sur 1 minute. Et ça va nous donner 82 tours. Donc on sait que le bateau est à 82 tours minute et 4 pales. Donc généralement, c'est caractéristique des braquets, des cargos en général. Parfois, le sous-marin croise un animal. Dans le jargon, on dit un biologique. Donc là, nous sommes en train d'écouter une baleine. Donc c'est très très rare d'entendre des baleines. Ça vous fait quoi dans le jeu de baleine Généralement, on est tellement pris par nos opérations, on n'apprécie pas vraiment d'entendre ce phénomène très très rare. Nous sommes là plutôt pour détecter les bâtiments de guerre et les sous-marins. Car sa mission est évidemment de détecter des navires ou sous-marins ennemis. Les oreilles d'or font la différence entre le bruit de l'hélice d'un sous-marin anglais et celui d'un sous-marin russe. Et certaines fréquences vont nous permettre de déterminer justement de quelle classe, donc ça veut dire quel type de construction il est, et ainsi de déterminer son pays, donc savoir si c'est un sous-marin ami ou ennemi. Dans le sous-marin, tout est donc conçu pour capter les bruits, mais aussi pour en émettre le moins possible. Du réacteur nucléaire, très silencieux, en passant par les systèmes de ventilation, jusqu'à la machine à préparer la pâte à pain. Et alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette machine? Elle est posée sur cylindre bloc, ça évite de transmettre dans l'eau les vibrations du pétrin via la coque, pour éviter de faire du bruit, d'être repéré. Olivier est le boulanger du Casabianca. 2 fois par jour, il fabrique du pain frais pour l'équipage, même si le plan de travail est rarement stable. Là, c'était quoi l'annonce en fait? En fait, c'est qu'on est proche d'un bâtiment. Donc là, on est en train de plonger en fait. Là, on est en train de descendre en immersion très rapidement, pour éviter justement une possible collision. C'est pour ça que c'est assez éprouvant comme métier aussi. C'est qu'on reprend la vue, de 200 mètres, on remonte à 55 mètres, de 55 mètres, on monte à 16 mètres. Donc on prend des assiettes, on est tout le temps sur les jambes. Et puis, vous n'avez pas vu, mais la porte là, du frigo elle s'est ouverte. Ce qu'on risquait là, c'est de vider le frigo par terre là. Et donc, pour le toquer des sauces et tout, c'est fini. Il faut. Hein. Olivier n'est pas seulement boulanger. Il est avant tout le commis du navire, chargé de gérer les provisions. Une partie est stockée sous la cuisine, dans la cambuse, de la viande congelée, de la volaille, du poisson. On n'est pas loin des 10 tonnes de vivres en fait. Voilà. Il y a aussi du frais, de quoi tenir pendant 45 jours sous l'eau pour 70 personnes. Essentiellement du fromage, des yaourts, des fruits, du beurre, de la crème fraîche, les salades. Parce que le problème qu'on redoute, c'est le scorbut, le manque de vitamines. Le scorbut, une maladie mortelle due au manque de vitamine C, le fléau des marins depuis l'Antiquité et qui, étonnamment, semble toujours redouté par les marins modernes. Alors que les exercices militaires se poursuivent, Patrick, le chef, veille lui au bonheur de l'équipage. Dans sa cuisine de 4 mètres carrés, il prépare 140 repas par jour et à chaque fois, le menu est différent. Donc aujourd'hui, c'est chou-fleur, petit gratin de chou-fleur frais, sauté plutôt, avec une blanquette de veau au poireau, frais. Sur le Casabianca, comme dans la plupart des navires militaires, tout le monde mange le même menu, mais pas dans la même assiette. À l'étage supérieur, Jérémy dresse la table dans le carré des officiers. Il est le maître d'hôtel du sous-marin. Je suis le maître d'hôtel commandant, je suis là pour n'importe quelle de ses exigences. S'il a
S'il a une demande particulière, je dois pouvoir la satisfaire. Donc vous ne travaillez qu'avec les officiers? Qu'avec les officiers. Après, il n'y a que eux que je sers à proprement dire, dont je prends soin. C'est de la vraie argenterie? C'est de la vraie argenterie. Alors c'est quoi ça? Ça, c'est ma cave à vin. Sous les Moleskine ici, là, on a des rouges, tout là. Après, là, on commence à partir en rosé blanc. Là, le second m'a conseillé un cep, Côte du Rhône, pour le repas. Cet espace est strictement réservé aux officiers. Pendant les repas, on ne se mélange pas avec le reste de l'équipage. C'est pour laisser à ces autres membres d'équipage un espace de liberté. Vous avez vu que le sous-marin, c'est tout petit. On est les uns sur les autres au vrai sens du terme. Hein. Et les siècles d'expérience maritime nous ont appris qu'il fallait que chacun, et en tout cas chaque catégorie de personnel, ait son petit quant à soi pour pouvoir durer longtemps à la mer. Ce jour-là, pas le temps pour un café. Ça sent l'hélico au contact. Il faut vite tenter d'échapper à l'hélicoptère qui, à nouveau, traque le sous-marin. Nicolas, tu t'es fait gauler? En séance d'entraînement, la course-poursuite ne s'arrête jamais. Au même moment, à l'étage inférieur, une partie de l'équipage termine son repas. Le chef a préparé un tiramisu, comme à la maison. Ah, elles sont les bougies là. Romain, second maître, fête ses 28 ans. Joyeux anniversaire. C'est sympa. Quand vous avez votre famille qui est un peu loin, d'avoir quand même quelqu'un qui vous fête votre anniversaire, c'est quand même super sympa. C'est pour ça qu'on dit souvent que quand on embarque sur un sous-marin, c'est une deuxième famille. Vous voyez. Comme quoi, c'est une réalité. On ment pas. Donc du coup, ouais, ça fait partie des choses qui nous font tenir, vous voyez. Allez. Pat, oui, merci mon Pat. C'est rien, Romain. Joyeux anniversaire. Un moment de détente avant de reprendre l'entraînement. Dans quelques minutes, les sous-mariniers doivent couler un navire, une simulation de combat. Et ta frégate, elle est où? Ce jour-là, le Casabianca, juste sous la surface, traque une nouvelle frégate française, la Gazelle. Prendre la veille au périscope de veille. Ok, elle est là, top. La Gazelle est dans le viseur du Casabianca. La Gazelle est à 7000 mètres en 10 gauche. Comme à la guerre, le commandant et ses hommes doivent la couler, mais pour de faux. Poste de combat. À l'étage inférieur, là où sont stockées les 14 torpilles du navire, voici celle qui va être tirée sur la Gazelle. Autorisation d'ouvrir la porte culasse du TFT numéro 3 et de mettre une F-17 au tube. Bien pris. Le chargement prend une dizaine de minutes. Aujourd'hui, la torpille utilisée est une arme d'exercice. Elle ne peut pas exploser, mais les marins vont essayer de l'envoyer sous la frégate, comme en combat réel. Verrouillé. Bien. Attention, point bien pointé sur les gazelles. Oui, sur les gazelles. L'a vu. Tube 1, feu. Feu tube 1, azimut de feu 006, cap de l'arme 009, temps de parcours 6 minutes 15. Le sous-marin est à 15 mètres sous les flots lorsqu'il lance sa torpille. Depuis son ordinateur, un opérateur la dirige grâce à un fil. On appelle ça le fil au guidage. Elle est guidée, elle a un fil qu'elle déroule, un fil de plus de km qu'elle déroule, et ce qui permet de communiquer avec elle dans les deux sens. Sur cet écran, l'équipage suit en temps réel le déplacement de la torpille. Minute après minute, elle se rapproche de sa cible. Top la gazelle. La torpille atteint sa cible juste sous la coque de la frégate, là où elle aurait explosé en combat réel. Il me manque la zine. La dernière fois qu'un sous-marin français a tiré une torpille pour de vrai, c'était lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est le principe, il faut être prêt. Souvenez-vous, cet épisode assez récent qui a impliqué la Corée du Nord, où on a quand même de gros doutes sur le tir d'une torpille par un sous-marin nord-coréen.
contre une unité de la marine sud-coréenne. Eh bien, c'est notre métier que de se préparer, en tout cas à l'imprévu. Et c'est le but de ce genre d'exercice. Fin de journée. Ici, le passage du jour à la nuit se fait tout simplement en éteignant la lumière. Quand Jérémy, le maître d'hôtel, file se coucher, dans sa chambrée dorment déjà une demi-douzaine de collègues. C'est pas trop dur à vivre, la promiscuité dans le bateau. Non, après c'est la bonne volonté de chacun, ne dérange pas les autres. 50 cm de large, 50 cm de haut et 1,80 m de long, c'est tout l'espace privé dont disposent les sous-mariniers. À force, on se rend compte que le peu d'espace qu'on a vraiment à soi, en fait, c'est jamais bien. On a déjà quelque chose à soi. Pas de place, loin de sa famille. Ici, on personnalise le moindre centimètre carré. Et c'est qui alors? Là, vous avez ma femme. Et là, vous avez mes parents. Et des amis. Ça permet un petit peu de changer d'air. Là, je m'allonge. J'ai une petite photo et on pense à autre chose. Après sa longue journée, Jérémy n'a qu'une envie, trouver le sommeil. Au-dessus de son lit, il y a 300 mètres d'eau de mer. À bord du Casabianca, seul le commandant a une chambre rien que pour lui. C'est là qu'il reçoit les messages de sa famille, comme pour chaque membre d'équipage, un par semaine. Mon cher amour, j'ai très peu de temps avant de devoir envoyer ce mail, ce sera donc rapide. Ce message, c'est le dernier envoyé par sa femme. Elle est enceinte. L'essentiel, c'est le petit qui continue de pousser, et ça c'est vraiment bien. Je t'assure que j'ai vu ses doigts, j'ai encore du mal à y croire et à réaliser, et j'attends l'échographie dans une semaine avec énormément d'impatience. Quand je lis son mail, ce que j'attends et ce que j'espère en tout cas, c'est que tout aille bien et que je le sente dans son écriture, que je connais par cœur évidemment, et que je vois que, voilà, que tout va bien, qu'il n'y a pas de manque, en tout cas pas de manque visible. Et là en tout cas c'était le cas. Ce sont des mails qui font énormément plaisir. D'ailleurs, ces messages sont filtrés. Ce ne sont que des bonnes nouvelles pour ne pas atteindre le moral des sous-mariniers. Lorsqu'ils ne travaillent pas, les marins se retrouvent généralement à la cafétéria. Les hommes s'occupent comme ils peuvent. Il y a une bonne ambiance à bord? Il y a une bonne ambiance, vaut mieux quoi. On est 70 bonhommes enfermés, oui, il y a une bonne ambiance entre nous quoi. On fait en sorte que ça se passe bien. Et ceux qui veulent prendre l'air n'ont qu'une option, faire du sport dans la salle des torpilles. Le bateau n'est pas très grand, donc c'est un peu le seul endroit où on peut un petit peu faire des pompes et des tractions. Car dans le huis clos du sous-marin, la dépense physique est très limitée. À terre, on a l'habitude de marcher quand même à longueur de journée, on a l'habitude quand même de se dépenser ici. Si on fait 50 pas dans la journée, c'est déjà énorme. Donc je pense que pour certaines personnes, on a quand même besoin de se dépenser dans la journée, quoi. La légende veut qu'à leur retour de mission, les femmes de sous-mariniers retrouvent leurs maris plus gras qu'elles ne les ont laissés. D'ailleurs, voici l'heure du retour. La semaine d'exercice touche à sa fin. Pour remonter à la surface, Didier, le chef de quart, est à la manœuvre. Allez, Guillaume, prends-le. 1-4-0. Olivier le commis, lui, est à la barre. Dans un sous-marin, chaque homme doit être capable de piloter. En quelques minutes, le navire a percé les flots. Avant de voir le ciel, ils ont parfois passé 45 jours sous l'eau. Tous vos camemberts sont ouverts. Cette fois, même après une semaine en immersion, l'air et la lumière, comme une renaissance. C'est bon? Allez, je m'occupe de l'autre. Allez. Le bruit du vent dans les oreilles, l'effet du vent sur le visage, tout ça, c'est des choses qu'on a tendance à oublier. Et là, on le retrouve avant tout le monde. En général, après une mission assez longue, même un retour en surface avec tempête et de la pluie, les gars sont contents.
D'ailleurs, tout de suite, il y a du monde au balcon. Il est sorti de quand? Voici le premier geste de ces hommes, une fois à la surface. Sortir son portable pour consulter les messages et SMS envoyés par les proches. Vous avez reçu beaucoup de messages? Quelques-uns, dont ceux de ma compagne, qui m'a envoyé des photos de mon fils. J'ai eu il y a un mois de ça, jour pour jour. Donc ça fait plaisir. Ça touche beaucoup. Le commandant aussi retrouve l'air libre. La semaine d'exercice s'est bien passée. Le sous-marin est opérationnel. Ce que je trouve quand même assez extraordinaire, c'est que tous ces hommes jeunes sont complètement volontaires pour ce métier qui est extrêmement exigeant, complètement hors norme, et qu'à chaque fois ils arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est réellement gratifiant. C'est réellement gratifiant. Le Casabianca va rejoindre la rade de Toulon. 3 jours de réparation et d'approvisionnement en armes et en nourriture. Ces hommes repartiront aussitôt, cette fois pour 3 mois de mission, 3 mois à surveiller les flottes étrangères et à recueillir des renseignements, loin de leur famille, vers une destination confidentielle.